merci de nous accueillir. Alors, pour faire une liaison, papa était sous les ordres de Castor pour la Résistance, et était donc éclaireur. Et dans la lignée, je suis un ancien des EI de Ségur, de la troupe David et de la patrouille des Oslo Fort Ego. Voilà. Je passe maintenant la parole à Pascal pour la lutte, papa. Merci Eric. Je voudrais remercier Wilfred pour son invitation assez soudaine. Donc on n'a pas vraiment rédigé quelque chose, d'autant plus que Wilfred m'a dit 2 minutes, pas dépassé. Et donc ça me rappelle une anecdote que mon père racontait au début de sa carrière de photographe. Il m'avait dit, il y avait une association juive, je ne sais plus laquelle, le président étant un juif local, notamment français, et il y avait beaucoup de juifs yiddishophones qui venaient, donc l'invitation était en 2 langues. Donc en français, il fallait venir à 19h30 et en yiddish à 20h précise. Et évidemment, les yiddishophones arrivaient en retard systématiquement et les premiers dans la salle étaient mon père et le président de l'association. Donc notre père, pardon Eric, nous sommes 3, hein, nous avons un autre aîné qui s'appelle Franck, qui est né la dernière année des tickets de rationnement. Daniel Franck était connu sur le nom de Daniel. Alors ça, je vous dis vers une anecdote, ça nous frustrait un peu, Eric et moi, parce que à l'état civil, on s'appelle Mélian Chélin. Et donc les gens nous appelaient Franck Junior. On s'appelle Mélian Chélin. Vous êtes enfant, vous avez une identité, c'est celle-ci. Et même les commerces, notre mère donnait Franck. Alors on comprend, c'est plus pratique, Mélian Chélin, c'est un peu compliqué. Les gens ne comprenaient pas trop nos origines. D'autant plus que mon père ne les connaissait pas toujours très bien non plus, il faut dire. Voilà, j'ai fait des recherches depuis son décès, j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses fort intéressantes. Notre père, il est né, comme c'est indiqué, en 1926. C'est une famille de Russes blancs. Nos grands-parents, j'ai découvert, habitaient le même quartier de Sébastopol, ont fui à la chute, à la fin, quand les Blancs ont perdu en 1921. Je me rappelle, il y avait l'armée de Engel qui était encore pas loin, qui est allée à Gallipoli, en Turquie. Et nos grands-parents se sont réfugiés en Turquie d'abord, avec notre tante, malheureusement décédée quand notre père avait 2 ans. Et ils devaient partir en Amérique, et en fait, ils sont arrêtés en France. Et notre grand-père, qui a fait des études d'ingénieur à Liège, en Belgique, avec son frère Jacob, tous les deux d'ailleurs, vous savez que Liège a été la première ville conquise par les Allemands le 6 août 14. Et les Allemands, il y a eu tuerie le 20 août 14 à la population et des mesures extrêmement répressives de la part des autorités allemandes à l'époque. Et notre grand-père, Naum Leibovitch Melechan-Chelny et son frère Jacob ont été arrêtés et ont été détenus en Allemagne, au camp de Holzminden et au camp de Celle. Et notre grand-père a été libéré après l'armistice. Et il a rejoint notre grand-mère qui sont mariés. Donc on a beaucoup de correspondances, d'anciennes captivités aussi, etc. C'est un autre univers des Mélian Chélin qui est très connu. Et le grand-père de notre père, Aryeh Lev Yehuda Melechan Chelny, était imprimeur à Sébastopol. Et alors j'ai trouvé récemment un tract prolétaire de tous les pays, unissez-vous, 1917. Alors, ça m'étonnait parce que je n'avais pas cette image-là de la famille non plus. De même que j'ai fait des recherches dans les archives de la police belge et j'ai découvert que notre grand-père avait pu fréquenter des gens du Parti Socialiste Révolutionnaire qui était un concurrent des bolcheviks. Et donc ça ne collait pas tellement avec l'image qu'on avait puisque par notre grand-mère, donc la mère de notre père, Rebecca Abramovna Kanenman, son père était un marchand très riche de la première guilde, et donc par notre grand-mère, qu'on n'a pas connu malheureusement, notre frère aîné l'a connu mais pas longtemps, on avait plutôt cette image de Russe blanc très attaché à la Russie d'avant, d'autant plus que notre grand-mère avait eu son baccalauréat là-bas, elle était médaille d'argent, elle n'avait pas pu être médaille d'or parce qu'en slavon, vous savez, c'est la langue de la liturgie orthodoxe, elle avait eu que 4 sur 5. Notre père est né donc là, il a perdu son père. Malheureusement, 1 an après, en 1927, son père était un grand blessé de 14. Dans ces événements-là, il avait été blessé au poumon. Et il travaille aux usines Hutchinson, qui sont la propriété dirigée par un certain Jacques C., qui a été le parrain de notre père et qui est pour beaucoup aussi dans la suite de son destin. Et
Et sa blessure au poumon à une circonstance liée à un accident du travail se rouvre et il décède. Notre père a 1 an. Et ensuite, sa sœur, qui est en pensionnat à Neuilly-sur-Seine, décède d'une méningite. Il a 2 ans et il se retrouve en nourrice à côté de Montargis, pour ceux qui connaissent Chalais-sur-Loing. Et il est orphelin et il est élevé par une femme qui est sa nourrice. Et dans une, ça s'invente pas, hein, dans une famille un couple qu'il formait, qui était un couple de libre penseurs. Et ça a beaucoup marqué notre père par rapport à la religion. On disait les gens étaient assez religieux, traditionnels par religieux. Là, il était ni traditionnel ni religieux. Notre père restait libre penseur toute sa vie, je pense, en tout cas influencé par cet héritage-là. Il habitait rue Voltaire, qui croisait la rue Émile Pont, ça ne s'invente pas, c'était cette France bleue de l'époque. Et puis malgré tout, notre père, pendant la guerre, prend l'initiative, il n'était pas connu, plus de famille là, en tout cas il pensait qu'il n'avait plus de famille, en réalité il avait un oncle. Il l'a découvert après-guerre, qui a été rappelé le 16 juillet 1942, qui était le petit frère de notre grand-mère. Et notre père prend l'initiative d'aller à la préfecture de Montargis pour se faire enregistrer comme juif. Et on a une photo qui est suivie par Times of Israel, vous voyez, où il est photographié avec son étoile. Et il va à Lordt, et à Lordt, il apprend que sa nourrice a été molestée par les Allemands, qui le cherchaient, puisqu'il était enregistré, et par une famille très proche, il apprend qu'il est recherché. Et donc, avec un de ses copains, il décide de fuir, et ils disent au directeur de Lordt, bah, on veut partir. Il dit, mais vous n'y pensez pas, ici c'est la République française. Bon, on va dire en 41, et donc il fuit, et 41, 42, excuse-moi, 42, il fuit, et il se retrouve ils franchissent la ligne de démarcation. D'ailleurs, mon père me raconte une fois, c'était Nicolas Rosenthal qui est décédé pendant la crise de la Covid en Argentine. Ils se sont retrouvés en 87, c'était perdu de vue. Et ils franchissent la ligne de démarcation dans un camion. Et le gars dit ah ben ceux-là, on voit bien que c'est pas des Youpins. Bon, vous voyez, ça ne rentre pas, c'était cette époque-là. Et mon père est arrêté une première fois par la gendarmerie à Vallorcine, alors il a essayé de franchir la frontière pour aller en Suisse, et malheureusement celui qui a fait leur papier avait inversé les âges, et donc mon père se retrouvait à avoir plus de 16 ans, alors qu'en fait, à l'époque, il avait 15-16 ans. Et donc, la première fois qu'il est arrêté, il a 16 ans par les gendarmes, il est torturé, il est interné, et il se retrouve à la prison militaire de Lyon, qui est où celles qui font les services sont les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Or, il se trouve que mon père m'a raconté, il n'y a pas longtemps, un peu de temps avant son décès, qu'en fait, il allait dans des colonies de vacances tenues par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, et donc, il s'est ouvert à elles, et c'est le révérend père Boué, qui a fait beaucoup pour la résistance, qui organise sa fuite, lui donne de l'argent, lui donne un billet de train, et il se retrouve à Moissac en juillet 42, où là il rencontre Castor et Colombe. Des Colombe qui étaient donc le garde du corps de Robert Galzon. Et à ce moment-là, notre père rentre dans la résistance, et donc c'est le maquis de Vabre. Notre père est agent de liaison, il avait même réussi à avoir un papier qui lui permettait de prendre le train, d'aller où il voulait, etc. Et en particulier, une de ses missions, il y a des missions diverses, il y avait cacher des armes, transporter des armes, faire des faux papiers, mais c'était aussi de cacher les enfants. Et ça, de trouver des familles, d'apporter de l'argent, il y a de l'argent qui passait, il y a quelqu'un, il ne s'en souvient pas, qui a raconté qu'il avait été à Genève pendant la guerre, chercher de l'argent, c'est le jeune, ça circulait quand même, et pouvoir cacher des enfants. Et ça a été, je pense, ça a été une grande œuvre. Et pendant des années, nos parents envoyaient des cartes au Chambon-sur-Lignon, à des ecclésiastiques aussi, pour garder le souvenir et les remercier toujours d'avoir caché ces enfants. Il y a, après-guerre, ils ont accueilli par exemple les enfants Finali, les fils Finali chez eux aussi, hein, avant qu'ils partent en Israël. Et donc notre père
Il est arrêté encore, en février 1943, il est détenu à la prison de Moissac. Il s'évade, je crois me souvenir avec la complicité d'Élie, cette fois-ci. Et ensuite, il est à nouveau au maquis de Vabre. Et à la libération de Castres, vous savez que c'est la compagnie Martin Guenot qui a participé à la libération de Castres. Et la libération de Castres, on le nomme commissaire à la libération. Poste duquel il démissionne rapidement parce que être commissaire à la libération, c'est aussi participer à l'arrestation de certaines personnes qui pas du tout sympathiques, mais c'est aussi participer aux suites des arrestations. En tout cas, on a été témoin. Et ça, notre père n'avait pas supporté. Certaines images, certaines choses que je ne raconterai pas forcément ici, mais qu'il m'a racontées et qu'il avait beaucoup meurtri alors que lui-même avait été victime, avait vu des copains mourir. Mais c'était trop pour lui. Donc, il est démobilisé et il est affecté comme délégué militaire avec le grade de lieutenant qu'il n'a jamais fait valider au service d'évacuation et de rassemblement des enfants. Et donc, il est chargé de collecte de documents. Alors là, il y a plein d'anecdotes, mais bon, le temps est petit. Je vous les raconterai dans un autre contexte, probablement, ouais, peut-être mes frères. Où il collecte des documents qui serviront à documenter la Shoah en France, notamment. Et puis, il est démobilisé fin 1944, complètement libéré de ses obligations militaires en février 1945. Et entre-temps, il a pu revoir sa mère, qui était à Cadillac. Et les rapports entre la mère et le fils, c'était Monsieur mon fils, oui, Madame ma mère. C'était une autre époque. La mère on a la carte avec la photo de la gouvernante française de notre mère qui lui avait écrit c'est vraiment un autre univers qui a disparu, d'un judaïsme assez peu connu finalement, parce qu'on a une vision de la Russie où il y a d'un côté le shtetl, de l'autre côté les bolcheviks, mais en fait il y avait aussi un autre milieu. Voilà. Et à ce moment-là, il revient à Paris et il cherche à avoir des informations sur sa sœur qui était disparue, et donc il va à Montevideo. Et là, à Montevideo, en plus, il avait un copain de la résistance qui était parti continuer le combat en Autriche et qui lui avait demandé d'aller voir sa sœur là. Donc il croise une jeune femme et il lui dit voilà, je cherche une telle. Elle dit mais moi je suis là, elle n'est pas là, mais je suis là. Et c'était notre mère. Donc elle a un peu de respect, il faut reconnaître. Et donc il se rend compte, bon lui il n'avait pas vraiment prévu ça. Et donc, en fait, voilà l'histoire que débute. Et on tombe aussi sur des courriers d'échange avec Robert Gamson, où Robert Gamson est très méfiant, tu te précipites beaucoup trop, vous êtes encore trop jeune pour vous marier. Et finalement, nos parents se sont fait, comment on dit, une autorisation de mariage. En autorisation, oui, et même, ils ont été émancipés plus tôt. Ils ont été émancipés plus tôt, ils ont pu se marier. Un mariage civil, encore une fois. Et puis après, la suite, il y a sa parole à Eric. Voilà. Alors, papa, comme vous avez pu le remarquer, il avait... L'étape suivante, il faudra que je écrive un livre. Ça va être dur. Donc, il n'avait pas de métier, il n'avait pas fait d'études, donc il ne savait pas. Par contre, il avait des amis qui lui ont dit tiens, on va t'aider à trouver un job. Et donc ils lui ont proposé 2 jobs. Radio ou alors photographe. Et il dit Pas radio, l'ambiance. Et alors, je prends photographe. Et donc il est auditeur libre à l'école de photographie rue de Vaugirard. Il intègre des labos de photo à Paris où il apprend le métier. Et à partir de 1950, il se plonge dans le métier de reporter photographe. Et à partir de cette époque-là, il va être côtoyé de nombreuses personnalités ou non-personnalités des arts et des lettres fictifs. Il va s'intégrer dans la communauté juive à haute dose pour couvrir plein de manifestations en long et en large. En 1952, il met de l'argent de côté avec notre mère
pour faire leur premier voyage en Israël. Et c'est là où j'ai trouvé des perles dans les archives. Pour vous donner une idée, il y a 2,5 tonnes d'archives. Je vais faire les 2,5 tonnes. C'est que potentiellement on organisera une conférence. Voilà, une expo potentiellement. Parce que le temps nous presse. Et donc voilà, donc 52, il faut leur prendre les voyages d'Israël. J'ai trouvé une perle, une photo, plusieurs photos, où je trouve David Ben-Gurion, Albert Einstein et la femme de David Ben-Gurion, les trois dans le kibbutz de David Ben-Gurion, dans le Negev, en Bermuda. Photo que papa a fait. C'est qu'il a été le photographe de toute la vie de la communauté